Good afternoon, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Hello, my name is Nana Toure, Bienvenue, je suis Nana and Touré I'm the director of the et je OECD suis directrice Sahel and West Africa du Club, the SWAT. club du It's a great pleasure to welcome you all to the launch of the 2025 edition of Africa's Urbanization Dynamics Report. 2025 de notre rapport sur les dynamiques de l'urbanisation africaine, la planification de l'expansion urbaine. Nous en sommes à la troisième édition de ce rapport. C'est une publication phare de l'OCDE-CSAO qui apporte des éclairages singuliers sur les tendances de développement urbain sur le continent africain. C'est déjà la deuxième fois que nous avons le privilège de coproduire ce rapport avec nos partenaires privilégiés qui nous font partager leur expertise unique, la Banque africaine de développement, euh, les cités et gouvernements locaux unis et pour l'Afrique et Cities Alliance. Je souhaite la bienvenue à mes collègues. Donc, salut, directeur à la Banque africaine de développement, et Greg Monroe, directeur de Cities Alliance. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour les 90 minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous présenter rapidement à quoi notre session va être consacrée. Nous allons commencer par écouter Greg Monroe qui va vous faire la présentation du rapport de cette année. Ensuite, nos collègues expertes et experts qui ont été chargés de la rédaction du rapport vont nous faire part des principales conclusions. Monsieur Philippe Heinrichs, chef de division au CSAO de l'OCDE, vous fera part des principales tendances qui émergent de nos projections à l'horizon 2050 et ce que ces tendances signifient en termes d'urbanisme africain. Julian Baskin, qui est conseiller senior d'urbanisme pour Cities Alliance, et François Yatta, directeur des opérations et de l'assistance technique à UCLG Afrique, vous parleront des questions de gouvernance et des conséquences en matière de gouvernance de cette transformation urbaine. Stéphane Achia, manager à la division de développement urbain de la Banque africaine de développement, vous parlera des conséquences de ces tendances sur le financement de l'expansion urbaine en Afrique. Suite à cette présentation, nous allons écouter trois intervenantes et intervenants qui nous partageront leur expérience de terrain de la gestion de l'expansion urbaine. Madame Rohey Malik Lowe, maire de Banjul, en Gambie, qui préside également le réseau des femmes élues locales en Afrique, le REFELA. Madame Kessia Roust, directrice exécutive et fondatrice du Centre pour le financement des logements abordables en Afrique, et Madame Ruth Nakatude, qui préside l'Association professionnelle des urbanistes d'Afrique de l'Est. Elle est aussi chargée d'urbanisme au district de Wakiso, dans la zone métropolitaine du Grand Kampala. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur de vous accueillir toutes avec nous. Après ces discussions, nous aurons une vingtaine de minutes pour des échanges questions-réponses. Vous êtes invités à transmettre vos questions par le chat et nous vous demandons de bien vouloir inclure votre nom et l'établissement que vous représentez lorsque vous poserez ces questions. Nous aurons ensuite une conclusion de Monsieur Mike Salou. Je vais animer la session d'aujourd'hui qui promet des discussions vives et fructueuses. Merci d'être avec nous et sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Greg Monroe, directeur de Cities Alliance. Merci Nana, bonjour à toutes et à tous. Je suis Greg Monroe, je dirige un Cities Alliance et je suis ravie d'être avec vous pour la présentation de ce rapport que nous avons eu le plaisir de participer à rédiger. Récemment, j'ai été interviewée et on m'a demandé où va le monde urbain. Eh bien, j'ai dit le monde
s'africanisent, ils s'urbanisent et ils s'informalisent. Et le rapport que nous présentons aujourd'hui évoque ces trois tendances. Le monde s'africanise avec un doublement de la population à l'horizon de 2050 en Afrique et un autre doublement à l'horizon 2100. L'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde d'ici 2100. Et aujourd'hui, la population africaine représente 18% de la population mondiale. Elle représentera 40% de la population mondiale en 2100. Comparez ça avec l'évolution démographique en Europe. En 1950, l'Europe représentait 20% de la population mondiale et en 2050, ce sera 7%. Donc, une part qui s'amoindrit et une part qui vieillit également. La moyenne d'âge en Afrique est de 19 ans à l'heure actuelle et cette moyenne d'âge va baisser dans les années qui viennent. Sur l'urbanisation, le rapport présente les tendances d'urbanisation et d'urbanisme. Ce sont les villes qui vont absorber 80% de la croissance démographique en Afrique. Deux tiers de la population africaine vivra dans les zones urbaines à l'horizon 2050 et il y aura 17 méga-villes et 159 agglomérations urbaines de plus d'1 million d'habitants. En termes d'informalisation, les tendances actuelles et la vitesse de ces tendances verra l'urbanisation informelle, l'étalement urbain, les bidonvilles, avec une majorité de population très jeune, avec de faibles perspectives d'avenir. Nous devons relever ces défis. Nous devons prévoir, préparer l'avenir, planifier la croissance urbaine euh, qui correspond à la croissance démographique. Il faut s'y investir dans la gouvernance et avec la décentralisation accrue des États et les compétences accrues euh, transférées aux collectivités territoriales. Il faut modifier le droit foncier en Afrique, intégrer davantage les perspectives d'inclusion sociale et économique dans les politiques d'urbanisme, tenir compte aussi de l'informalité des économies, de l'activité économique dans le contexte urbain qui est très particulier. Nous devons aussi préparer les migrations intérieures de grande échelle. La population africaine va connaître une forte croissance, mais elle va aussi être extrêmement mobile. On le voit aussi, les migrations intérieures sont très fortes en Afrique en raison de fragilité, de conflits, de changements climatiques et d'absence de perspectives économiques. Toutes ces caractéristiques doivent être intégrées dans nos politiques d'urbanisme. Il faut agir maintenant, il faut agir ensemble et il faut agir en se fondant sur les données factuelles et sur l'analyse. Et c'est là, justement, que ce rapport est utile puisque c'est une base de réflexion pour nos actions futures. Merci. Merci beaucoup, Greg, et merci de nous avoir rappelé de l'importance d'agir qui est absolument essentiel aujourd'hui, agir dès aujourd'hui et agir de manière collective. Sans plus attendre, je donne la parole à nos panélistes, à commencer par Philippe. Je crois que vous avez 8 minutes. Non, pardon, 18 minutes. Merci beaucoup, Madame la directrice. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue. Merci d'être avec nous pour participer au lancement du rapport 2025 dynamique de l'urbanisation africaine. Alors, je vais prendre directement la présentation et je vais partager avec vous les principales données et les faits, les constats avant de parler des projections et des besoins de planification future en Afrique. Alors, pourquoi est-ce que nous disons dans ce rapport qu'il faut prévoir l'expansion urbaine dès aujourd'hui? Eh bien, parce que la population totale en Afrique va augmenter de 900 millions de personnes dans les 30 ans à venir. Les zones urbaines absorberont 80% de cette croissance démographique, ce qui fera de l'expansion urbaine une des transformations caractéristiques du continent. Cette transition urbaine est un processus ponctuel. À la fin de la période de projection, l'expansion urbaine va se ralentir et l'essentiel des villes africaines auront été construites. Compte tenu de l'impact long terme de l'urbanisation, avec la lenteur des processus d'urbanisme, il faut commencer aujourd'hui à prévoir cet avenir afin de s'assurer que les villes seront fonctionnelles à l'avenir. Les recommandations de ce rapport se fondent sur une vision très complète des dynamiques d'urbanisation en Afrique. Nous avons des données démographiques, géographiques, territoriales
pour plus de 11 000 agglomérations urbaines dans 54 pays d'Afrique. Nous constatons des tendances et des schémas qui sont essentiels à prendre en compte pour les urbanistes et les responsables des collectivités territoriales. Alors, le premier chiffre important, à l'horizon 2050, 65% de la population africaine vivra dans les villes. Le niveau d'urbanisation en Afrique atteindra la moyenne mondiale qui est de 68%. C'est une transformation majeure. Mais ce chiffre masque des disparités entre pays. Il y a des pays qui resteront avec une urbanisation inférieure à 50% d'ici 2050. Ce qu'il faut noter ici, et c'est caractéristique pour la transition urbaine en Afrique particulièrement, c'est que ceci ne va pas entraîner une baisse de la population rurale au niveau continental. La population rurale connaîtra aussi une croissance de 180 millions de personnes, alors que dans 17 pays, la population rurale commencera à connaître une décroissance d'après nos projections. Sur cette carte, vous voyez la croissance démographique moyenne annuelle dans chaque pays. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup des populations urbaines en pleine croissance sont dans des pays où l'urbanisation est actuellement assez faible. Donc, préparer l'expansion urbaine est absolument critique dans ces pays puisque ce sont ces pays qui vont voir la population urbaine croître le plus rapidement et donc avoir les plus besoins d'investissements rapides en infrastructures urbaines. Autre conséquence de la croissance de la population urbaine, c'est l'émergence de nouvelles agglomérations urbaines. Au niveau continental, le nombre de villes va augmenter de 2000 à l'horizon 2050. Mais cette croissance est très inégalement répartie puisque seuls 4 pays représentent 50% de l'augmentation du nombre des villes. L'émergence de nouvelles villes provient surtout du phénomène qui s'appelle urbanisation in situ, où les zones rurales sont transformées progressivement en zones urbaines. Ça s'explique par la croissance démographique et l'absence de migration rurale. 10 pays vivront aussi une baisse du nombre d'agglomérations rurales. J'en parlerai plus tard. Autre tendance dont nous avons déjà parlé en 2020 et qui s'amplifie, c'est que 81% de l'expansion urbaine en Afrique se produira dans les villes de l'intérieur et non pas les villes côtières. Cette tendance s'explique par 3 facteurs. Premièrement, le grand nombre de pays enclavés en Afrique. Deuxièmement, les systèmes urbains, même dans les pays côtiers, sont rarement tournés vers la mer et les fortes zones de densité de population dans des pays enclavés ou des régions enclavées. La conséquence, c'est qu'en 2050, 75% des villes de plus d'1 million d'habitants seront des villes de l'intérieur des terres. Cette transformation a des implications majeures pour la volonté d'intégration politique africaine, notamment pour ce qui est de l'infrastructure et de la connectivité sur le continent. Le paysage urbain africain sera dominé par les grandes villes. Nous prévoyons que 159 villes auront plus d'1 million d'habitants, dont 17 seront des méga-villes avec plus de 10 millions d'habitants, ce qui fait de l'Afrique le deuxième continent avec le plus grand nombre de méga-villes. Certaines de ces villes seront parmi les plus grandes villes francophones, arabophones, lusophones et anglophones. Ce sera des pôles mondiaux clés en termes politiques, économiques et culturels. Autre dynamique de l'expansion urbaine, 2 tiers de la croissance urbaine africaine se déroulera dans des villes qui ont déjà plus d'1 million d'habitants. En 2050, 59% de la population urbaine vivra dans les grandes villes. C'est une hausse par rapport à 30% en 2020. Ceci produit 2 conséquences majeures. En termes d'avantages économiques, eh bien, les grandes villes, qu'elles soient africaines ou mondiales, sont fortement avantagées en termes de productivité, de croissance économique, d'accès aux services, avec des facteurs d'agglomération économique. Par ailleurs, les grandes villes permettent des économies d'échelle en termes d'infrastructures, de services publics, et donc ceci réduit le coût d'investissement par habitant. Deuxième conséquence, un vrai défi, puisque le passage à des grandes villes crée des déséquilibres au sein des systèmes urbains nationaux, ce qui exige des interventions de politique publique pour assurer un développement, une connectivité équitable sur tout le territoire national. La croissance démographique moyenne de différentes villes en fonction de leur taille, vous la voyez à l'écran. Au niveau continental, les grandes villes et les villes intermédiaires connaissent une croissance bien plus rapide que les petites agglomérations. Vous le voyez ici, il y a aussi des grandes
disparaît entre les pays, ce qui reflète les différences dans les systèmes urbains de chaque pays. Parlons maintenant de ces dynamiques démographiques en termes d'expansion des zones bâties dans les villes. Alors, les grands chiffres à retenir, c'est que la zone couverte par les villes en Afrique passera de 175 000 km² à 450 000 km². 61% des villes africaines n'est pas encore bâtie et sera bâtie dans les 30 ans à venir. C'est un vrai défi, mais c'est aussi une promesse. Le défi, c'est d'avoir un urbanisme, un financement et une bonne gestion de cette expansion urbaine extrêmement rapide. La promesse, c'est qu'il est possible de bâtir des villes qui sont durables, productives et inclusives, et ce, dès la conception. Autre grande conséquence, c'est que malgré cette expansion, les zones urbaines ne couvriront que 2% de la superficie totale du continent, alors qu'elles accueilleront 65% de la population. En termes de zones bâties, ces zones bâties croissent également de manière plus rapide que la croissance démographique. Il n'y a pas de relation 1 d'équivalence entre la hausse des zones bâties et la hausse de la population. Vous avez le graphique ici avec les 10 zones où ces phénomènes croissent le plus vite. Ce qu'on voit, c'est que notre méthodologie vise un déclin de densité. Quand la population double, la zone bâtie va tripler. C'est une corrélation que nous avons déjà constatée au niveau mondial et que nous avons appliquée ici dans nos calculs. En d'autres termes, le lien entre la population et la zone euh, en extension peut être modifié. Nous avons utilisé différents scénarios de densité de population pour analyser quelles seraient les conséquences en termes d'extension urbaine. Deuxième conséquence, la rapidité de l'étalement urbain dépend beaucoup des politiques publiques, et notamment des politiques d'urbanisme. Une partie des variations dans cette diapositive s'explique par des divergences de contexte politique. En résumé, ces chiffres, ce sont les scénarios les plus probables si la politique publique n'était pas du tout réorientée. Il y a aussi des divergences entre la taille des agglomérations. Les grandes villes et les villes de taille intermédiaire vont connaître une croissance de population plus rapide que les petites villes. La croissance démographique la plus rapide se concentrera sur les villes entre 1 et 2 millions d'habitants. Autre caractéristique majeure de nos projections, c'est que nous avons intégré toutes les zones bâties dans des zones plus larges. Nous pouvons ainsi calculer l'importance des processus de territorialisation, notamment la fusion. La fusion, elle se produit lorsque des zones existantes sont absorbées pendant la période d'expansion urbaine, ce qui va créer une unique agglomération. Vous avez la simulation en bas de l'écran. La fusion est un moteur majeur de la croissance des régions et des populations en Afrique. Nous avons calculé pour les grandes villes, la fusion représentera 52% de la croissance démographique et 53% de la croissance générale. C'est très important pour les grandes villes et c'est dû au fait qu'elles sont en général situées dans des zones très densément populées autour des grandes villes et des grandes installations urbaines. Et dans les grandes villes contribuent à la fusion contribue à la croissance des grandes villes. Par ailleurs, la fusion joue un rôle important dans cet élargissement. L'exemple de la ville de Kampala illustre l'importance de la fusion pour les grandes villes. Kampala est entourée par un ensemble d'autres villes et au cours des 30 années à venir, Kampala va fusionner avec 49 agglomérations urbaines existantes et va représenter une zone urbaine avec 17 millions d'habitants. Un des indicateurs importants de la fusion, c'est la nécessité d'intégrer des structures de planification qui vont nécessiter une planification urbaine coordonnée au-delà des limites urbaines et administratives afin que toutes ces zones urbaines puissent bénéficier les unes des autres. Et ce transparent me ramène à un point dont je parlais tout à l'heure, à savoir la diminution du nombre d'agglomérations. Cela se fera dans les pays où la fusion sera plus prononcée et où il y a plus de villes qui sont absorbées. C'est notamment le cas au Libéria, au Rwanda et au Cameroun, par exemple. Par exemple, pour ce qui est des provisions, la baisse du nombre d'agglomérations est simplement due à un processus d'étalement spatial. Dans les cas
termes de fusion et d'absorption, nous avons la formation de méga-agglomérations. L'apparition de méga-agglomérations résulte de l'expansion des grandes agglomérations urbaines avec une forte croissance de population entraînant un phénomène de fusion et l'émergence de bâtis de plus en plus nombreux. La ville de Nairobi est un exemple essentiel de méga-agglomération qui va fusionner avec Kisumu, qui est à plus de 300 kilomètres. Cette méga agglomération aura 57 millions d'habitants d'ici 2050. D'autres exemples, c'est Onitsha au Nigeria et Bujumbura au Burundi. De telles méga-agglomérations représentent des défis de planification très importants en termes de connectivité, transport, gouvernance. Par ailleurs, elles représentent des problématiques environnementales qui doivent être incluses dans les stratégies de planification. De plus, un défi important, c'est que ce sont ces méga-agglomérations qui ne sont pas prises en compte par les statistiques et donc il est difficile de les inclure dans les cadres de planification nationale et elles représentent une partie importante de la population. Je m'arrêterai là pour ce qui est de la présentation des constatations clés, mais vous trouverez plus d'informations dans le rapport qui sont disponibles dans notre site et que vous pouvez télécharger sur le site Afrique, ce qui nous mène aux conséquences politiques de ces tendances. Et dans le rapport, nous nous sommes concentrés sur trois dimensions politiques, la planification urbaine, la gouvernance urbaine et le financement, qui sont essentiels pour la gestion de l'expansion urbaine et qui sont étroitement liés. Je vais maintenant souligner les éléments politiques essentiels en termes de planification, alors que mes collègues parleront de gouvernance et de financement. Tout d'abord, les conséquences politiques essentielles sont le fait de devoir tenir compte des villes africaines. Comme dans d'autres régions du monde, la croissance urbaine prévue va aboutir à une expansion. Compte tenu de la taille de la croissance, c'est une thématique qui devra faire l'objet d'un intérêt particulier. Compte tenu de la vitesse de la croissance et de la lenteur du de planification, il faut commencer à planifier dès aujourd'hui. La capacité et l'efficacité de la planification urbaine pour avoir un impact sur la durabilité, la productivité, la compétitivité et les éléments d'inégalité est plus importante si cela se fait par avance. Une des conditions pour que le système de planification soit efficace est d'améliorer sa pertinence. La planification urbaine est un outil très puissant pour modeler les villes productives de demain. Il faut reconnaître la capacité de la planification urbaine pour avoir un véritable impact. De plus, renforcer la capacité du système de planification va nécessiter plus de personnel et plus d'agences de planification. Pour donner une idée des idées, les estimations pour le Nigeria indiquent qu'il manque 20 000 planificateurs urbains à tous les niveaux de gouvernement au Nigeria. Il faudra également des réformes de politique et de réglementation pour renforcer l'efficacité et la vitesse. C'est essentiel compte tenu de l'expansion prévue au cours des décennies à venir. Un élément crucial dans l'environnement réglementaire, aussi pour le gouvernement et la finance, c'est la gouvernance des territoires. Un autre élément qui ressort de notre analyse, c'est la nécessité de revoir les approches de planification. On voit un besoin de développer de nouvelles idées, de nouveaux programmes qui sont plus adaptés à la réalité locale et au contexte pour mieux utiliser et profiter des connaissances, de la technologie et des éléments de durabilité. Pour ce qui est des éléments d'intérêt principal, nous les avons résumés en planifiant en termes de réalité. Tout d'abord, la dimension spatiale. Quelle est la taille de la croissance et où va-t-elle avoir lieu? Les plans passés pour l'Afrique ont montré que les plans sous-estiment l'expansion réelle sur le terrain, d'où des plans qui sont mal dimensionnés. Par ailleurs, les plans parfois était bien rédigé, mais le processus était trop lent et le temps que l'application que se fasse, ces plans étaient dépassés. Par conséquent, il faut mieux anticiper les besoins d'action et c'est un domaine où les données et la capacité de données seraient essentielles. Par ailleurs, l'écart entre les plans et l'expansion actuelle est dû au fait que les plans sont restreints par des limites administratives. Il faut donc tenir compte de la réalité fonctionnelle des villes et sur les villes. Nos
prévisions pour la ville de Mombasa nous donnent une idée de la taille des différences qui existent. Deuxièmement, pour ce qui est de la réalité des personnes, une des problématiques ici est liée au manque de traitement efficace des éléments informels. Ici, il faut tenir compte de la réalité de la population urbaine d'Afrique et des approches de planification doivent tenir compte des différents secteurs de logement informel. Par ailleurs, il faut tenir compte des besoins d'investissement, de services et des capacités individuelles des personnes à pouvoir payer ces services. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation et je vais donc donner la parole à Julian Baskin de Cities Alliance. Merci à Philippe, Julian Baskin. Et François Yatta, vous avez la parole pour le prochain chapitre. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous mettre les transparents, s'il vous plaît? Alors, l'avenir des villes africaines dépendra de la manière dont on peut gérer le processus d'urbanisation. La bonne gouvernance, c'est l'élément clé du succès de l'urbanisation. La bonne gouvernance est caractérisée par trois aspects que nous devons absolument renforcer, car aujourd'hui, nous ne sommes pas en état de parvenir à une bonne gouvernance. Tout d'abord, quel que soit le cadre juridique des structures institutionnelles, nous avons besoin d'avoir des décisions qui peuvent être acceptées socialement, des décisions que la population considère comme étant prises dans leur intérêt. Le deuxième aspect, c'est qu'il nous faut avoir des politiques nationales urbaines de développement, des plans d'utilisation des sols qui sont considérés par tous comme les incluants. Par conséquent, il faut avoir des réponses inclusives à l'urbanisation. Et le troisième aspect de la bonne gouvernance, c'est qu'il nous faut développer des capacités par le biais de partenariats afin de nous assurer que les processus identifiés dans le cadre de la planification sont transformés en investissements et actions sur le terrain. La bonne gouvernance est essentiellement la clé d'une mise en place efficace d'un processus d'urbanisation. Pour parvenir à la bonne gouvernance, il y a des choses qu'il faut absolument réussir. Dans tous les domaines, il existe des ressources humaines inadéquates au niveau des autorités locales pour répondre aux besoins. Deuxièmement, la structure même de la majorité des euh, collectivités reflète est constitué de plus de personnel secondaire plus que de personnel de premier niveau, parce que les décideurs sont sous-représentés dans ces institutions. Et la première chose qu'il faut corriger, c'est qu'il faut s'assurer que les collectivités territoriales ont les capacités nécessaires à réagir. Transparent suivant. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement local ni de gouvernement national qui peut répondre avec suffisamment de capacité à eux seuls. Les partenariats, les niveaux de gouvernance multiples sont essentiels. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend pas. Il y a de bons exemples dans tout le continent de cette inclusivité et du développement de structures qui font partie intégrante de la gouvernance. Ce ne sont pas des structures isolées, mais des structures qui sont intégrées au processus de bonne gouvernance. Et il faut créer ces ponts au niveau de toutes les communautés, y compris les habitants des bidonvilles qui doivent être intégrés. Il faut le faire au niveau des forums municipaux. Il faut permettre aux gens de pouvoir venir discuter des plans de développement et il faut le faire au niveau national par le biais de forums nationaux où toutes les couches de la population, toutes les parties prenantes peuvent participer au processus de développement de politique urbaine. Ces forums sont un élément essentiel pour garantir le fait que toute décision prise est aussi inclusive que possible et que quelque action prise, elle doit être aussi locale que possible. Et nous avons en Ouganda l'exemple de forums municipaux qui surveillent les
projets d'infrastructures routières pour s'assurer qu'ils sont effectués selon les exigences des contrats. Ainsi, la communauté participe à la mise en œuvre. Au Ghana, nous avons des exemples où les communautés participent au choix de technologies appropriées utilisées dans le secteur euh, de la gestion des eaux usées et autres pour que les technologies utilisées permettent d'améliorer la situation des villes. Transparent suivant, s'il vous plaît. La majorité des actions de planification se font dans des déserts en termes de données. Quand on veut évaluer la situation, on se rend compte que 55% des données qui nous ont été fournies étaient non fiables, 14% des données étaient utilisables. Donc, on ne peut pas planifier sans données. Vous devez investir en développement de données de qualité nécessaires pour votre planification. Il faut le faire de manière différente. Il faut mobiliser les gens au niveau local pour que les communautés cartographient et définissent le profil des communautés. Et il faut utiliser des technologies modernes pour avoir une image complète du processus d'urbanisation. Mais on ne peut pas se poursuivre la planification dans les déserts de données qui existent aujourd'hui. Ce qui est essentiel également, c'est qu'il faut arrêter de considérer l'informalité comme étant l'ennemi. Il faut arrêter de faire passer le message qu'il y a des villes modernes qui ne sont pas des villes inclusives. L'informalité, c'est une réalité de terrain et peut être utilisée. Nous devons donc arrêter de dire qu'il n'y a pas de services dans les quartiers informels, mais que ce sont des services qui sont de mauvaise qualité et qui coûtent cher. Cependant, bon nombre de moyens peuvent être utilisés pour offrir des services peu coûteux de qualité. Donc, c'est essentiel pour les partenariats et il faut aujourd'hui apporter certaines améliorations de base dans le cadre du travail que nous faisons. Il faut nous assurer que les services commencent à être améliorés aujourd'hui pour que l- quand on se lancera vers l'avenir, on n'est pas qu'on ne parte pas de zéro. Bonjour à tous. Je vais donc poursuivre en français. À la suite de ce que mon ami Julian vient de présenter, j'aimerais dire que, en plus des facteurs locaux, qui sont la participation, la capacité, les données, une gouvernance urbaine efficace dépend aussi des facteurs institutionnels nationaux. Le premier facteur, c'est les stratégies urbaines. Alors, les stratégies urbaines sont très importantes parce qu'elles définissent le cadre de la gouvernance urbaine. Malheureusement, en 2021, selon une publication de CGLU et de Cities Alliance, moins de la moitié des pays africains ont une stratégie urbaine. Et seulement 4 pays, parmi la moitié de ces pays-là, ont une stratégie urbaine qui est dotée de moyens techniques et financiers suffisants. Cela est quand même très dommageable parce que nous sommes pratiquement à près de 10 ans de l'adoption par les Nations Unies du nouvel agenda urbain en 2016, qui fait de la question urbaine, notamment en Afrique, un aspect structurel important. Alors, cette non-élaboration des stratégies urbaines en Afrique s'explique par, je dirais, un peu le débat négatif qui se fait au cours de l'urbanisation et de la ville, où l'urbanisation n'est pas perçue comme une opportunité, mais plutôt comme un risque et même comme une perturbation de l'environnement national. Oui, allez-y. Voilà. Le deuxième facteur au niveau national, c'est la décentralisation financière. Nous avons remarqué que dans un grand nombre de pays africains, la décentralisation financière n'a pas suivi le transfert des compétences aux collectivités territoriales.
aussi bien sur les transferts financiers que sur les ressources propres des villes, le constat est amer. Seulement 4% des pays ont un système de transfert prédictible, transparent et efficace. Et seulement 4% des pays africains ont une fiscalité locale qui est décidée par les collectivités territoriales. Or, la décentralisation n'a pas de coût marginal. Il s'agit juste de transférer au niveau local les ressources qui étaient mises en œuvre au niveau national sur les compétences désormais transférées aux collectivités territoriales. Cette non-décentralisation financière arrive, comme l'a dit notre ami Philippe tout à l'heure, au moment où le phénomène d'urbanisation en Afrique implique d'énormes investissements à un niveau jamais atteint auparavant dans aucune région du monde. Donc, ce gap est difficile à combler. Encore? Le suivant. Le troisième facteur est l'environnement institutionnel national. Alors, sans entrer dans les détails, la mesure de l'environnement institutionnel national ici a été faite sur la base d'une douzaine de critères. Une douzaine de critères qui vont au transfert de ressources, au transfert de compétences, aux capacités, à la prise en compte des agendas mondiaux comme le climat, comme le genre, à la constitutionnalisation de la décentralisation, etc., etc. Alors, quand on regarde la figure ci-dessus, on voit que sur les 53 pays africains, nous avons travaillé sur 53 pays africains, à l'exception de la Libye, pour les raisons que vous comprenez, seulement 12 pays ont un environnement institutionnel favorable à l'action des villes et collectivités territoriales. Cet environnement peut être mesuré par la marge de manœuvre qui est donnée aux responsables des villes africaines pour qu'ils actent conséquemment pour une bonne gestion de l'urbanisation. Alors, même si cet environnement n'est pas en grande majorité favorable, on remarque quand même une amélioration. Par exemple, depuis 2012, on avait 86% des pays qui ont un environnement institutionnel qui n'est pas favorable aux collectivités locales. C'est 74% en 2015, 68% en 2018 et 62% en 2021. Et il faut noter que malgré tout, 42% des pays ont amélioré leur score sur la période. Et là aussi, c'est un regret parce que 10 ans après l'adoption de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, la gouvernance locale, le développement local, en 2014, par les chefs d'État africains, on se rend compte que la décentralisation reste encore à mettre en œuvre dans la plupart des pays africains. Le transfert des composantes, des compétences aux collectivités territoriales, l'instauration de la subsidiarité à l'intérieur de la sphère publique reste encore à être concrétisée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yatta. Merci pour ces insights à tous les deux. Over to Stéphane Acha. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais dire 3 éléments sur le financement de la croissance urbaine africaine. Le premier élément qu'on retrouve dans la publication et dans mes diapos, c'est que les dépenses actuelles sont insuffisantes. On le savait déjà, c'est devenu évident, les niveaux d'investissement actuels sont insuffisants pour tenir compte des défis climatiques et des tendances d'urbanisation, comme Philippe l'a rappelé, sur 159 agglomérations urbaines de plus d'1 million d'habitants, 17 mégavilles de plus de 10 millions d'habitants et les villes qui continuent à croître. Donc les besoins sont immenses, entre 130 et 170 milliards de dollars chaque année pour répondre aux besoins en infrastructure. Et ça, c'est sans parler des autres défis des villes de plus d'1 million d'habitants, donc ces fameuses cohortes d'habitantes et d'habitants invisibles des villes. L'expansion urbaine exige aussi une approche pérenne à long terme du financement. Et ce que les chiffres
nous montrent, et ils sont ici à l'écran, c'est que quand on regarde l'investissement par habitant, l'Afrique est à 104 dollars par habitant au niveau continental, alors que au continent américain, c'est 4 ou 5 fois plus. L'Asie, c'est presque 7 fois plus. En Europe, c'est 17 fois plus. En Océanie, c'est 18 fois plus. Et la moyenne mondiale, c'est 8 fois plus que l'Afrique. Je vais faire une remarque rapide. Quand on examine les chiffres du passé et les données de l'OCDE, on voit que ce chiffre a augmenté. Mais il faut qu'il augmente plus vite. Il faut qu'il double au moins à l'horizon 2030, 40 et 50. Et il faut doubler chaque 5 ou 10 ans ces chiffres pour rattraper les besoins en investissement qui existent aujourd'hui. Le deuxième élément qui ressort de ce rapport, hein, c'est qu'il faut investir davantage. On sait quel est le point de départ, on sait quels sont les besoins en infrastructure. Et pour ce, il faut que les collectivités territoriales et le pouvoir national réforment les politiques budgétaires pour accroître la perception des ressources fiscales nationales avec des réformes de gouvernance fiscale. On y travaille depuis des mois, depuis des années, et comme on l'a présenté à l'Africa Open Forum à Addis, c'est l'une des pierres angulaires. D'ailleurs, nos collègues de l'OCDE le savent. Les réformes fiscales, elles ont été mises en œuvre il y a très longtemps dans les pays de l'OCDE, mais nous, en Afrique, nous devons agir rapidement. Beaucoup de pays africains ne sont pas passés à cette phase de décentralisation budgétaire, hein, permettant aux villes de gagner des recettes fiscales pour gérer la transformation numérique écologique, d'avoir plus de compétences en matière fiscale. La finance climat, c'est essentiel. Il faut que les collectivités territoriales aient accès au marché pour émettre des obligations et pour accroître le niveau d'investissement. Et enfin, capitaliser sur les fonds publics avec le financement concessionnel, comme ce que nous faisons à la BAD, pour attirer des investissements massifs du secteur privé. Autre élément clé que le rapport met en lumière, c'est que les villes du continent sont une source non exploitée de capital financier. Ce qui existe dans les pays de l'OCDE où les villes peuvent mettre des obligations, ça n'existe pas en Afrique, ou en tout cas dans un tout petit nombre de pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb. Les autres pays d'Afrique doivent rattraper leur retard très rapidement. Troisième facteur, investir au bon moment et investir au bon endroit. C'est essentiel au regard de Cities Alliance. Et cela signifie que les investissements doivent répondre aux besoins qui sont identifiés et maximiser l'impact. Il faut investir en priorité dans les grandes villes, des investissements qui sont territorialisés, que l'infrastructure est bien conçue pour répondre aux besoins locaux, prioriser les investissements en matière de productivité urbaine, notamment le transport. Nous investissons massivement dans le transport, le logement également, et notre collègue Kesha va nous en dire plus, et dans l'alimentation. Nous devons pouvoir nourrir les villes. Et il faudrait que les villes puissent se nourrir elles-mêmes en utilisant, par exemple, le compost, les déchets ménagers. Le secteur informel qui doit être formalisé, qui remplace souvent les défaillances du secteur public ou du secteur privé. Donc, il faut améliorer le fonctionnement du secteur privé, favoriser les investissements pro-croissance et qui sont favorables à la croissance urbaine et favoriser des investissements inclusifs sur le plan territorial et sur le plan social. Donc, cette inclusion, elle est absolument essentielle. Si on regarde les engagements qui portent sur les transports, les TIC, l'énergie, l'accès à l'eau, tous ces investissements doivent être faits en fonction du contexte des villes. Donc cette approche territorialisée, bon, sans oublier l'approche corridor, hein, reliée Abidjan à Lagos, c'est aussi une forte perspective de croissance. Mais il faut que tous ces projets soient inclusifs sur le plan territorial et sur le plan social. Donc voilà les trois éléments que nous identifions dans le rapport. Bon, trois, c'est pour être synthétique. Il y a beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'éléments dans le rapport. Je m'arrête là, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci Stéphane.
pour cette présentation très percutante et merci à tous pour vos éclairages très précis et détaillés et complets. Alors, ce que nous avons entendu jusqu'à présent, c'est que le rapport s'articule autour de trois principaux éléments. Comment planifier l'urbanisme et l'urbanisation du futur? Comment anticiper, comment fonder des stratégies et des politiques publiques et des réformes? Deuxième pilier, la question de la gouvernance. Et j'apprécie la question qui a été posée très clairement. La gouvernance est incontournable si on veut une urbanisation réussie. Et d'autres éléments, le caractère inclusif, le caractère territorialisé, ancré au niveau local, notamment sur le plan de la gouvernance, et le fait que l'informalité, euh, on doit en tenir compte, et ce n'est pas l'ennemi à abattre. La question de la décentralisation que Monsieur Yatta a évoquée, la question du transfert des compétences aux collectivités territoriales, c'est aussi une question centrale, tout comme l'élément subsidiarité. Si on parle du financement, il faut plus de financement, il faut plus d'investissement, il faut mobiliser davantage le financement privé en utilisant comme levier le financement public et aussi ancrer les investissements au niveau local. Ces trois piliers s'articulent autour de trois éléments essentiels. Les données. En premier lieu, la fiabilité des données, c'est absolument crucial. Deuxième élément, l'infrastructure. Ça rejoint la question de l'investissement et de la croissance urbaine et surtout le développement et le capital humain. Stéphane, je vous remercie d'avoir parlé des personnes. Les personnes, les individus qui vivent en ville doivent aussi être nourris. Comment produire davantage? Comment assurer la sécurité alimentaire des villes? Sans plus attendre, je vais passer aux intervenantes, à commencer par Madame Rohey Malik Low, qui est maire de Banjul et qui porte aussi la casquette du réseau des femmes élues locales en Afrique. Madame la maire, j'ai une question pour vous. Quels sont les principaux obstacles que vous avez observés qui empêchent les villes de devenir plus inclusives, hein, plus accueillantes pour tous et toutes, notamment les femmes et les enfants? Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Depuis Banjul, la capitale de la Gambie, la ville que j'appelle la capitale féministe, pas seulement parce que sa mère est une femme, mais parce que c'est une ville qui prend soin de ses habitantes et de ses habitants. Je suis très heureuse de participer à ce séminaire aujourd'hui. Et ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que dans le contexte africain, nous avons nos propres normes culturelles et traditionnelles qui vont fixer le destin d'une femme. Les femmes et les enfants sont les personnes les plus vulnérables, y compris quand on parle de développement urbain et d'urbanisme. Ça s'explique surtout, cette vulnérabilité, euh, parce qu'on n'a pas les données ventilées par genre. Nous avons donc d'énormes lacunes en termes de données. Et les données, c'est absolument crucial parce que si vous n'avez pas de données, vous risquez de faire n'importe quoi. Vous ne savez pas où les gens habitent, vous ne savez pas comment ils et elles vivent, vous ne savez pas quels sont leurs problèmes, vous ne savez pas comment trouver des solutions à ces problèmes. Donc ça, c'est un des éléments les plus essentiels et c'est un problème auquel je suis confrontée à Banjul. Banjul est une ville très jeune, mais comment est-ce que nous pouvons savoir où ces jeunes habitent, ce qu'ils et elles veulent? Eh bien, si on n'a pas de données, on ne peut pas répondre à ces questions. Nous avons aussi des financements et des ressources insuffisantes et inadéquates. Nos contraintes sont
immense sur le plan financier et des infrastructures. Parce que la plupart des institutions qui ont le pouvoir financier ne vont pas s'intéresser aux collectivités territoriales. Elles vont s'intéresser seulement au pouvoir central, aux autorités nationales. Ces institutions, elles veulent la reconnaissance politique. Elles se fichent bien de l'impact, elles se fichent bien de la souffrance des femmes ou des jeunes. Tout ce que veulent ces financiers, c'est la reconnaissance des autorités nationales du pays. Les collectivités territoriales ne sont de loin pas leur priorité, alors que c'est sur le terrain local que l'impact peut se faire sentir. Si vous voulez changer les choses, il faut agir au niveau local. Donc je ne comprends pas pourquoi ces gens pensent que pour agir dans les pays, il faut s'adresser aux autorités nationales, alors que au niveau du pouvoir central, il n'y a aucun impact à chercher. Donc quand on parle de capacité limitée, c'est aussi un immense problème. Nous avons des obstacles en termes de capacité. Parfois, on agit à l'aveugle. Parfois, les capacités sont insuffisantes. Mais on a déjà constaté, les organisations internationales font du renforcement des capacités, mais ça ne s'adresse qu'aux personnes qui travaillent dans les autorités nationales. Alors que nous aussi, on a besoin de renforcer nos capacités en termes de gouvernance, on a besoin de meilleures structures de gouvernance. Mais ça, ce n'est possible que quand on a les capacités, quand on arrive à surmonter les barrières et les obstacles culturels. Il faut une urbanisation bien gérée, mais quand elle est aussi rapide, les moyens financiers sont largement insuffisants. Conne- Connexion s'est interrompue. Et nous n'avons pas les ressources financières nécessaires pour bien gérer cette croissance urbaine. Et c'est pourquoi nos enfants souffrent, c'est pourquoi nos jeunes souffrent, c'est pourquoi nous avons pu construire 23 salles de classe grâce au financement de l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas les équiper parce qu'encore une fois, il nous manque les ressources cruciales. Donc, le problème, c'est aussi nos partenaires internationaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'adressent pas aux maires? Pourquoi est-ce que les financements ne s'adressent qu'aux autorités centrales, aux autorités nationales, alors que l'impact de terrain, c'est dans les collectivités territoriales, c'est sur le terrain pour lutter contre l'immigration illégale. On voit que les femmes en souffrent, certaines ne sont pas éduquées, elles n'ont pas les compétences, parce que le pays lui-même n'a pas les capacités, n'a pas les compétences ou le savoir-faire ou les ressources financières pour prendre en charge les problèmes de ces personnes. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on s'intéresse davantage aux collectivités territoriales et au travail de terrain, parce que c'est là que l'impact se mesure. Pourquoi est-ce que les bailleurs internationaux, pourquoi est-ce que les partenaires internationaux ne s'intéressent pas plus à l'impact concret? Qu'est-ce qui les intéresse? L'impact ou la relation diplomatique, soi-disant, avec les autorités centrales? Pour être parfaitement honnête, nous, les mères, et surtout nous, les femmes mères, en Afrique, où les normes culturelles sont extrêmement lourdes, eh bien, c'est à nous qu'il faut s'adresser. Et nos partenaires internationaux doivent nous soutenir, pas seulement nous féliciter, être sympa avec nous, nous dire c'est formidable ce que vous faites, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne quand on parle de multiplier le nombre de mères femmes? C'est pas une priorité. Alors que c'est prouvé que les femmes, elles sont plus engagées, les femmes, elles sont moins corrompues, les femmes, elles ont plus d'empathie. Pourquoi est-ce que nos partenaires ne viennent pas sur le terrain? Venez sur le terrain, parlez aux femmes mères.
C'est là que vous aurez l'empathie, c'est là que vous aurez l'impact et c'est là que vous aurez moins de corruption. Mais les partenaires internationaux préfèrent toujours donner de l'argent au gouvernement central. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des voitures, ils vont être violents contre les femmes, ils vont surtout ne rien changer aux situations et ils vont bien se moquer de nous. Et là, je vous dis les choses franchement. Je suis très franche avec vous. Une partie de notre problème au niveau des collectivités territoriales, ce sont nos partenaires internationaux qui vont nous dire, ah, mais c'est à cause de nos règles qu'on ne peut pas contacter directement les collectivités territoriales. Quand il y a des inondations, quand il y a des guerres, c'est là qu'ils vont venir. C'est là qu'ils vont voir le maire, c'est là qu'ils vont essayer de lancer des contacts avec les associations de terrain. Mais il faut le faire le reste du temps aussi. Nous, on a besoin de nos partenaires, on a besoin de vous. On est en train de mourir. Les femmes meurent, les femmes mères, elles meurent. Je dis que nous sommes en train de mourir parce que nous souffrons et nous sommes épuisés, épuisés de la stigmatisation, épuisés des stéréotypes, épuisés de tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Quand on nous dit, vous, les femmes africaines, vous devez être à la cuisine, vous devez nous aider, vous devez nous soutenir, vous devriez comprendre que si vous continuez à leur donner l'argent à eux, il n'y a rien qui va changer. Si vous leur donnez 100, il ne restera plus que un au niveau local. Et cet argent-là, ce sera trop insuffisant. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je suis passionnée, c'est vrai, par le leadership des femmes. Je ne peux pas agir seule. On a besoin de l'aide de nos partenaires internationaux. Et comme je l'ai dit, la jeunesse en Afrique, la jeunesse de Banjul, elle a besoin des partenaires internationaux pour nous aider. Les femmes, elles ont besoin d'aide. On est au mois de mars, le mois des droits des femmes. On va fêter ce mois-là, mais on n'a vraiment pas les moyens d'agir davantage. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci pour cette diatribe puissante et passionnée et honnête. Ça va exactement dans le sens des conclusions de notre rapport. Je vous remercie d'avoir parlé du caractère trop centralisé des données, parce qu'aussi, c'est un élément que nous avons constaté dans le rapport, parce que c'est important de connaître la situation de vulnérabilité des jeunes, des enfants et des femmes au niveau local. Les questions de gouvernance aussi que vous avez abordées, la nécessité de bâtir davantage une coopération décentralisée. Ça nous rappelle de manière très importante qu'il est nécessaire de travailler au niveau local, de programmer, de planifier et de financer au niveau local également. La gouvernance aussi, elle doit s'inscrire dans une réalité territoriale, tout comme la gouvernance. Vous avez aussi parlé des préjugés sociaux et culturels qui euh, aggravent cette vulnérabilité. Mais c'est surtout de l'impact dont vous nous avez parlé et je vous remercie d'en avoir parlé justement. Merci beaucoup pour votre contribution très pertinente et j'espère que nous allons rester en contact avec vous. Je passe à notre orateur suivant, Keshe Rast, qui va parler de politique à nouveau. Keshia, à votre avis et en vous basant sur votre expérience, quelles sont les politiques nécessaires pour mettre en place les investissements urbains, les adapter aux besoins? On a parlé du fait de pouvoir profiter du financement public qui ne suffit pas. Donc, comment se concentrer sur l'infrastructure, le logement? Pouvez-vous nous parler de votre expérience en termes de politique nécessaire pour renforcer les investissements urbains, notamment dans le domaine du logement? Vous avez la parole, Keshia. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un honneur de pouvoir prendre la parole avec vous tous sur cette thématique et je suis vraiment très, très, très enthousiaste par rapport à ce rapport, de très belles cartes. Il est très intéressant
et on commence à vraiment mettre les mains dans le cambouis entre l'urbanisation que l'on connaît et nous publions un livre tous les mois de novembre avec tous les chiffres. Nous avons les taux d'urbanisation et vous avez environ 5% d'urbanisation en Ouganda. Eh bien, si vous calculez le nombre de personnes, vous voyez que c'est un ensemble c'est une ligne de personnes ininterrompue qui marche vers les villes pour s'y installer et donc pensez à l'impact en termes de logement. J'ai beaucoup apprécié le travail fait dans ce rapport pour tout d'abord présenter les données sous un format qui est utilisable, digérable, facile à lire. Et puis ensuite, il faut penser à l'impact pour les différentes zones. Alors, pour répondre à votre question, les politiques permettant de remettre à l'échelle les investissements urbains, eh bien, s'il y a du monde, il faut accroître les investissements parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les villes. Ils ne déménagent pas simplement pour tendre la main et mendier, comme certains le pensent, mais ils arrivent en tant que membres productifs ou potentiellement productifs de la société. Et en fonction dont la ville est prête à les accueillir, ils peuvent contribuer à la croissance et au développement de cette ville tout en continuant de continuer des ressources. Donc l'espoir étant évidemment qu'il y aura plus de gens, plus il y aura de gens, plus il y aura croissance, plus il y aura développement. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et la raison est la suivante, parce que parfois, les personnes n'arrivent pas à suivre le taux d'urbanisation, les directions où cette urbanisation se fait ne sont pas les mêmes, et donc les politiques urbaines doivent répondre absolument à ce que disent les données, à ce que nous disent les données quant au nombre, où, pourquoi et dans quelles circonstances les choses se font. Donc la politique ne porte pas simplement sur hier et aujourd'hui, mais doit aussi être prospective, permettre de réfléchir à l'avenir. Et mon transparent favori dans la première présentation était dernier transparent qui parlait de planifier pour une réalité d'avenir. Et nous avons de nombreuses idées quant à ce que sera la réalité, mais il faut tenir compte de ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on s'intéresse à la réalité spatiale, la croissance des villes, je suis très effrayée par l'idée qu'on a des données pour la ville de gauche et de droite, mais pas de données pour le point de rencontre entre les deux. Et puis, tenir compte de la réalité des individus. Quand on parle d'informalité, et tout le monde en a parlé, l'informalité, c'est essentiel. Et les gens pensent que le terme informalité est un terme péjoratif, mais ce n'est pas le cas. L'informalité, c'est créatif, ça permet de survivre, ça mérite de l'attention, mais pas simplement côté demande, comme l'a dit Stéphane, ou côté offre. Il y a tellement d'intervenants qui apportent des logements, des produits, des services qui sont liés à l'espace urbain, et ils le font en tant qu'individus et pas en tant que groupe. Et cela aussi mérite des investisseurs. Mais les investisseurs qui arrivent ne peuvent pas toucher l'activité de cette personne parce que c'est une activité informelle où elle n'est pas connectée. Donc, les politiques urbaines qui reconnaissent cela doivent trouver des moyens de faciliter le travail. La responsabilité du gouvernement, c'est de lier la capitale aux activités. C'est une des tâches des gouvernements et il faut donc reconnaître le fait que l'informalité n'est pas simplement un problème en termes de demande, mais aussi en tant que possibilité d'offre. Les gens planifient les choses dans un contexte de produits limités. Mais comment pouvoir profiter de cette informalité, l'engager, la soutenir et reconnaissant que l'informalité est un des modes de fonctionnement des habitants. Et puis, on parle de gouvernance au niveau des villes, des comtés, des États, des départements et toutes ces autorités qui ignorent l'informalité et comme Julian l'a dit, qui en font un mot que personne ne veut prononcer. L'informalité est un moyen d'avancer. Autre point lié à la réalité, c'est le fait que toutes les personnes
sur ces points, sur la carte, ne sont pas tous des propriétaires. La majorité sont des locataires. Au Kenya, 78% de la population urbaine, selon le dernier recensement de 2019, sont des locataires. Et au sein de cette population, 89% louent leur logement à des personnes privées. Donc, il y a encore une relation informelle, même si elle existe et qu'elle est reconnue en termes d'impôts, de recettes. Nous devons donc comprendre que quand les gens se déplacent, intègrent les zones urbaines ou quand les zones urbaines évoluent, une part importante des foyers qui existent dans ce mouvement de mobilité sont des locataires, très probablement. Alors d'abord, il faut penser à l'accès au logement qu'ils payent. Il y a donc une transaction entre individus. Ils participent aux bénéfices de la ville et le propriétaire a des recettes. Donc encore un autre flux d'échanges auxquels les villes doivent penser en termes d'infrastructures, de fiscalité, de prestations de services, etc. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas simplement la propriété qui existe, mais il y a aussi la location. Et puis, le rôle des investissements, des États est de faciliter l'investissement, pas de contrôler ce processus. Une partie des loyers sont abordables parce qu'ils ne sont pas déclarés. Et le troisième secteur essentiel et qui est lié à la planification urbaine et dont on a parlé, et Stéphane a beaucoup parlé de cela, c'est la question de l'infrastructure. Mais quand on parle de planification urbaine et qu'on considère que l'élément résidentiel est une forme d'aménagement du territoire, euh, il ne faut pas s'imaginer que le résidentiel est séparé de l'administratif ou du commercial. Il y a bien souvent des zones résidentielles au sein des zones administratives ou industrielles ou commerciales. Et dans la mesure où l'investissement en termes d'infrastructure est pris en compte, il faut ne pas oublier que, quelle que soit la zone sur laquelle on travaille sur l'infrastructure, il faut tenir compte des zones résidentielles qui s'y trouvent. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir optimiser les investissements en infrastructure pour apporter des subventions nécessaires à l'infrastructure qui porte sur les logements, les quartiers résidentiels. Et donc, ça peut, par exemple, tout investissement peut apporter un avantage aux différents quartiers. Donc, nous devons aussi réfléchir à l'investissement, aux étapes de développement, à la reconnaissance qu'il existe dans tous les quartiers des zones résidentielles. Le quatrième point, qui est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui a été dit par tous et que je répéterai. Ça ne suffit pas de le dire parce que les mots sont prononcés mais disparaissent. Alors, un point qui m'intéresse énormément, c'est les données. Et la beauté des données, tout ce que vous avez d'esprit, ces villes qui grandissent, qui fusionnent, qui deviennent de plus en plus denses, et où il y a beaucoup de changements, tout cela crée des conflits. Il y a de la concurrence sur les ressources en terre, les questions de gestion de l'eau, de traitement des eaux usées et autres. Et s'il n'y a pas de plateforme commune, on se trouve en situation de conflit. Il faut donc gérer les réponses pour éviter le chaos. Et si nous définissons les faits par des données, nous pouvons avoir des discussions beaucoup plus gérées qui éviteront ou réduiront les tensions. Les tensions, elles auront lieu de toute façon. Et la transparence des données dans les villes est très importante sur ce point également. Et la collecte de données est importante. Et pour ce qu'a dit Madame le maire, eh bien, tout se fait au niveau municipal. Et c'est une zone d'opportunité et de responsabilité des villes. Et les villes doivent donc collecter et partager leurs données. Et François, sur ce que vous avez dit, pour ce qui est du
GCLU et la définition des chiffres, eh bien, je voudrais que l'on redéfinisse, CGLU, je voudrais qu'on définisse les bases pour tous les continents. Les chiffres, la valeur des plans adoptés, ensuite le résultat une fois que les bâtiments ont été construits. On n'a pas de données sur les stocks de logements. Et ce n'est pas difficile de compter les maisons parce qu'elles sont visibles, elles sont là devant vous. Bon, dans les villes, je sais que les villes n'ont pas toujours l'opportunité d'approuver toute construction ou tout immeuble qui sort de terre. Et on ne sait pas quelle est la part des projets de construction approuvés ou pas. Et si je compare le nombre de nouveaux foyers avec les données de logement données par les gouvernements, on trouve qu'il y a un écart énorme entre les chiffres du gouvernement et le nombre de foyers. Et on a du mal à essayer de conforter les deux. Donc voilà pour ce qui est des données. Alors, quelles sont les étapes à venir? J'ai presque fini. Alors, pour ce qui est des bases de données, combien peut-on trouver de données? Combien peut-on approfondir ces données au niveau local? Combien peut-on les analyser? Si on prend simplement les données d'Africopolis, qui sont intéressantes, parce que ce sont des chiffres au niveau des villes, mais dans cette salle, nous avons Cities Alliance, nous avons la Banque africaine de développement, le CGLU. Si toutes ces données étaient intégrées sur une plateforme GIS, ainsi je pourrais regarder les réseaux d'apport d'eau d'un quartier de Nairobi que j'étudie, ce serait très utile, par exemple. Ainsi, le maire ou la maire pourrait avoir les données qu'elle a besoin. Enfin, en Gambie, évidemment, moi, pour l'instant, je travaille sur le Kenya, mais elle pourrait les données dont elle a besoin pour prendre des décisions particulières quant au type de bâtiments qui vont être construits, le type d'investissements qui sont faits, ou s'il veut échanger encore plus avec le secteur privé. Il y a tellement de choses à apprendre de la manière dont le secteur privé investit. Et le gros de cette information se trouve dans des ensembles de données qui ne sont pas connectés. Merci, Kessia. Je vais malheureusement devoir vous arrêter ici. Alors, peut-on comparer entre villes, les connaissances entre les villes et les pays et les données que nous avons? Et c'est une chose que les villes devraient faire. Les villes doivent comparer leurs données aux nôtres. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup, Kessia, de cette vision très claire de la situation. Il est essentiel de parler de l'élément central des données que vous venez de soulever. Mais ce qui me touche le plus, c'est l'utilité du rapport qui a été produit et comment peut-il être utilisé pour influencer les politiques utilisées par des praticiens, des décideurs. Et c'est ça l'étape suivante dont il faut discuter. Il est important que nous produisions des données, pas simplement pour le fait de dire nous produisons des données, mais que pour que des utilisateurs finaux puissent en profiter. Et vous avez eu raison de le dire, vous avez parlé de transparence des données, mais aussi d'accessibilité des données et de capacité de comparaison. Peut-on comparer les données pour confirmer ce qui se trouve dans ces bases de données? Vous avez parlé de tant de choses. Puis-je prendre la parole? Puis-je prendre la parole? Nous vous donnerons la parole un peu plus tard, Madame le maire, parce qu'il y aura une séance de questions-réponses. Nous avons encore une présentatrice à qui je vais donner la parole, si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. Je voulais revenir sur la question des données. Comme je l'ai dit, 72% de la population de Banjul est composée de jeunes et je voulais compléter ce que l'on dit. Quand vous regardez nos élections présidentielles de 2021, eh bien, 51 femmes ont pu être encouragées à voter
grâce aux données que nous avions à disposition. Nous avons été voir ces femmes en leur disant, mais vous devez voter. Donc l'importance des données, c'est le pouvoir et ça permet aux femmes d'avoir une voix. Les données sont un outil qui donne la voix aux femmes. Merci. Merci beaucoup à Madame la maire. Merci de ce rappel de l'importance des données. Et tout tourne autour des données. Alors, l'orateur suivant est Ruth Nakatude, qui est présidente de l'Association des planificateurs urbains professionnels de l'Est de l'Afrique, PUPAEA. On a beaucoup entendu parler de données de planification, de politique de gouvernance et de financement, d'investissement. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Comment peut-on planifier? Comment peut-on planifier l'expansion urbaine d'Afrique? Pourriez-vous nous donner votre vision, Ruth? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci à tous les orateurs. Merci beaucoup pour toutes les informations qui ont déjà été transmises et je vous remercie de l'opportunité qui m'a donnée de participer à cette conférence. Et je vous salue, pardon, tous d'Ouganda. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien, Madame. Alors, comment planifie-t-on? La planification est essentielle à toutes les questions dont on a parlé. Et je voudrais parler de la question des villes qui doivent être considérées comme étant des systèmes. Donc, lorsque nous planifions pour les villes, nous planifions pour le développement d'un système. Si vous touchez une partie du système, les autres parties seront touchées. Et les villes africaines croissent rapidement, comme on l'a dit, avec toute une série de quartiers informels, de quartiers pauvres, mais lorsque cela se fait, c'est lié à une mauvaise planification. Donc la question est de savoir comment planifier. Et je voudrais ici reprendre le point où Stéphane s'est arrêté, la question de renforcer la pertinence de la planification. C'est une question qui a été mise de côté par toutes les communautés locales, à tous les niveaux. Comment peut-on renforcer la planification urbaine? Et je voulais proposer, alors que nous faisons un effort pour améliorer la planification urbaine, il est important de regarder les choses de manière globale. Comment planifier de manière holistique? Comment faire avancer les villes de manière globale en tenant compte de la planification sur le long terme. Eh bien, quand on le fait, il faut penser aux données qui sont un véritable défi, mais c'est un défi qui doit être pris en compte. Car comme vous le savez tous, les villes croissent dans le temps et se transforment en mégavilles. Donc, que faire? Nous devons mettre en place une planification globale, inclure tous les éléments de la planification, des aspects sociaux, économiques, environnementaux, gouvernance, système numérique, tout cela doit être rassemblé autour de la table pour garantir que tout est inclus dans le cycle de planification. L'autre point qui a été souligné, c'est le problème de lenteur du processus de planification. C'est vrai que le processus de planification peut être lent, mais je pense qu'il est important que nous regardions les choses sur le long terme lorsque on doit diviser ce long terme en niveaux applicables. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Quand on planifie, par exemple, sur 50 ans, comment divise-t-on ces différentes années à venir pour que l'habitant local sache que dans 5 ans, il aura telle chose ou telle autre chose? Ça veut dire que alors que l'on définit ces horizons de planification, nous devons les lier aux différents stades de mise en œuvre que nous avons tous. Nous avons tous des plans de développement sur 5 ans, 10 ans,
Donc, même ces plans partiels au niveau local, régional, national doivent être intégrés et alignés à chacune des strates de, du développement pour traduire cela du niveau national au niveau local, au plan d'action et même au projet de mise en œuvre. Et je parle également de cette question de l'intégration. Comment est-ce qu'on réalise cette intégration une fois que les plans, une fois que les programmes ont été lancés? Comment choisir les projets à mettre en œuvre? Est-ce que ces projets sont réellement intégrés? Est-ce que ces projets vont se renforcer mutuellement? Ou est-ce qu'un projet qui est mis en œuvre va répondre à différentes facettes de la structure urbaine? Est-ce que les projets sont liés? Est-ce qu'il y a une coordination? Donc, nous devons travailler ensemble autour de la même table. L'urbanisme ne concerne pas que les urbanistes, hein, parce que nous sommes toutes et tous, en quelque sorte, des urbanistes, et nous devons travailler ensemble pour prévoir, préparer ensemble, et ce, dans une vision à long terme des villes africaines. Autre sujet, le problème de l'informalité. L'informalité, je me suis mal exprimée, ce n'est pas un problème, mais c'est une perspective, puisque c'est le point de départ du développement de nos lieux. Quand vous voyez de l'activité informelle, ça veut dire que le développement est en marche, mais euh, on néglige trop ces activités-là et cette informalité-là. Et c'est pourquoi ça devient des problèmes. Il faut considérer que l'activité informelle, les lieux de vie informels, ce sont des promesses de croissance. Nous devons y réfléchir dans nos projets de croissance en les intégrant dans nos programmes de régénération urbaine, les programmes d'amélioration des bidonvilles, la formalisation des lieux de vie informels, la régularisation et l'intégration dans les plans formels. Enfin, je voulais parler aussi du caractère inclusif, de la participation des populations locales. Habituellement, la consultation des populations locales, on le fait au niveau de la programmation, au début, au moment de la conception. Mais que se passe-t-il ensuite quand les projets sont choisis, quand les projets sont priorisés ou sélectionnés? Généralement, il y a une phase de décalage par rapport à la conception et la préparation. La manière dont les plans sont sélectionnés, dont les programmes sont sélectionnés, devrait aussi dépendre des populations locales par le biais d'engagement. Comment est-ce que la population elle-même peut s'engager à participer à la mise en œuvre de ces plans d'urbanisme? Je pense que c'est avec cette participation citoyenne que nous pourrons réduire la distance entre les urbanistes, les populations locales et les autorités responsables de la mise en œuvre de ces projets. Et ce, pour assurer que ces plans sont conçus avec les populations locales à l'esprit et que leur caractère inclusif est garanti. Merci beaucoup. Merci Ruth. La conclusion de votre intervention, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Les plans sont pour les personnes. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on a entendu cet après-midi tend à converger avec les conclusions du rapport sur la nécessité d'un meilleur urbanisme, la nécessité du caractère inclusif de cet urbanisme, l'importance des données. Bon, je n'attribue pas d'ordre d'importance, hein, à ces questions-là, la nécessité de réfléchir à l'inclusion, l'intégration des acteurs informels, comment régulariser l'activité informelle et les lieux de vie informels. Alors, je sais que nous avons pris beaucoup de retard. Nous avons beaucoup de questions qui sont apparues dans notre chat. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à ces questions, ne serait-ce qu'à un petit nombre. Ce que je vous suggère, c'est d'organiser un prochain
webinaire qui serait consacré à ces questions, puisqu'une qui m'a frappée, c'est quelles sont les solutions qui sont les mieux adaptées à l'Afrique en termes d'urbanisation ou d'expansion urbaine en Afrique. Je pense que ce sont des questions qui pourraient nous occuper pendant au moins un autre webinaire entier. Et j'aimerais donc demander aux collègues si ils et elles seraient d'accord pour poursuivre la conversation sur les sujets que nous n'avons eu le temps que d'effleurer aujourd'hui et qui méritent une analyse beaucoup plus approfondie. La question de l'informalité, la question des données, la question de la gouvernance, de la décentralisation, tous ces sujets qui peuvent faire l'objet d'un séminaire consacré à chaque fois. Nous pourrions peut-être organiser des séminaires thématiques pour écouter de manière plus approfondie les intervenantes que nous avons entendues aujourd'hui. J'aimerais présenter toutes nos excuses aux participantes et aux participants. Nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais je pense que nous ferions bien de nous rejoindre, nous retrouver ultérieurement pour tenter de débattre et de répondre à certaines de ces questions. Alors, si vous ne m'en voulez pas, je donne la parole à Mike Salo pour les remarques de conclusion du côté de la Banque africaine de développement. Mike, allez-y. Un grand merci à toutes et à tous pour les expériences et les analyses partagées. Mike, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir l'honneur de formuler les paroles de conclusion de ce séminaire. Pardon, je vais allumer ma caméra. J'espère que vous me voyez. Merci beaucoup. J'ai écouté très attentivement cet échange très riche, les idées, le partage d'expériences de la part de toutes les parties prenantes, dont certaines personnes que je connais très bien. J'ai rencontré Madame la maire de Banjul la semaine dernière. Nous avons bien parlé tous les deux. Je connais aussi certains autres visages des personnes qui sont connectées. Donc, notre discussion aujourd'hui a été très riche et fructueuse et elle permettra d'éclairer la manière dont nous, à la BAD, nous traitons la question de l'urbanisation. Ce rapport, lorsqu'il sera publié, sera un excellent outil pour œuvrer en faveur de synergie plus forte et de complémentarité, puisque pour nous, ce sont des outils très précieux. Stéphane a aussi parlé de la nécessité de se pencher sur la question des infrastructures. Nous pensons que l'infrastructure, c'est la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait. L'urbanisme, la planification, c'est aussi absolument crucial. Toutes les intervenantes et les intervenants ont parlé de cette nécessité d'une vision d'urbanisme. La question de la gouvernance. J'étais au Sénégal la semaine dernière, juste avant de me rendre en Gambie, et la question de la gouvernance, les nouvelles autorités sénégalaises, c'est une question qu'elles se posent de manière très rigoureuse pour installer un cadre de gouvernance qui permet aux populations locales de vraiment faire entendre leur voix dans les responsabilités politiques. Nous, à la Banque africaine de développement, bien sûr, ce sont les questions de financement et de ressources financières qui nous intéressent le plus. Il faut réfléchir à des solutions innovantes de financement pour les actions des villes, des communes, des municipalités, puisque c'est le financement qui permettra à ces programmes de récolter leurs fruits et c'est avec le financement que nous pourrons avoir l'urbanisation que nous voulons. Enfin, la question du capital privé, capital humain et le renforcement des capacités. Oui, il faut renforcer les capacités des personnes responsables dans nos villes. Les communes doivent pouvoir relever les défis de l'urbanisation puisqu'en bout du compte, il y a des décisions à prendre, il y a des orientations politiques à prendre. Il faut concevoir les politiques publiques. Donc la question des capacités humaines, elle est cruciale. Et je pense qu'avec nos partenariats et notre travail commun, nous pourrons aller de l'avant. Je vous remercie, je vous assure du soutien de la Banque africaine de développement. Je vous félicite pour le lancement de ce rapport. Un grand merci.
Merci beaucoup, Mike. Merci de vos remarques et de vos paroles très aimables. Et je remercie également la Banque africaine de développement pour le soutien dont nous avons bénéficié. Je vais clore cette session et je souhaite remercier ma reconnaissance la plus profonde et la plus sincère aux panélistes, aux intervenantes, aux personnes qui ont contribué et qui ont écouté attentivement. Je pense que les conclusions de ce rapport, et notamment les données, nous donnent les outils nécessaires pour agir de manière volontariste et de manière déterminée. Le vrai défi aujourd'hui, c'est transformer les données en action. C'est ce que j'ai entendu tout le monde dire aujourd'hui et s'assurer que les responsables politiques, les dirigeantes et dirigeants des villes euh, alignent leurs décisions sur les objectifs de développement durable des villes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce séminaire. J'espère que vous serez encore avec nous pour le prochain chapitre de nos discussions. Merci.